Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'adresse à la nation d'Étienne Tshisekedi divise l'opposition et alimente les débats. Ce dernier s'est prononcé en faveur d'un dialogue national, contrairement à la position de l'opposition. Voilà qui pourrait de nouveau jeter un froid sur les espoirs d'union nationale au Sud-Soudan. La répartition des États divise. Les parties prenantes au conflit sont appelées au dialogue. Et puis, célébration du Nouvel An d'Amazigh au Maroc. À cette occasion, exposition, pièces de théâtre et projections de films ont été organisées à travers le pays, outre les manifestations culinaires. Mais avant de développer ces titres, la Côte d'Ivoire, dont l'attente d'un nouveau gouvernement sur le terrain. Les spéculations vont bon train quant à sa composition, d'autant plus que le président Alassane Ouattara enchaîne les consultations. Il a rencontré ce lundi à Daoukro son allié, le leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié. Selon des sources locales, il était question de peaufiner les derniers réglages. Rappelons qu'avant son triomphe du 25 octobre 2015, le chef de l'État ivoirien avait laissé entendre qu'en cas de réélection, il formerait un gouvernement rajeuni et féminisé. Dans un discours à la nation congolaise, Étienne Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social et candidat malheureux à la présidentielle de 2011, appelle au dialogue, une position contraire à celle d'une grande partie de l'opposition et qui, sur le terrain, alimente le débat. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. L'adresse à la nation du président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi, est au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo. Dans son discours fait depuis Bruxelles à l'occasion de vœux de Nouvel An, le chef du premier parti de l'opposition congolaise réitère son engagement au dialogue pour résoudre les différentes questions qui bloquent le processus électoral et la démocratie dans son pays. Je réaffirme notre détermination à défendre la Constitution et le délai qu'elle prescrit, à régler le contentieux électoral de 2011, à refondre la CENI qui demeure le vecteur principal du dévoiement de notre processus électoral et démocratique. La réconciliation nationale tant attendue et à ce prix. Pour certains opposants, aller au dialogue ouvrirait une porte au glissement permettant au président Joseph Kabila d'aller au-delà de son mandat qui doit prendre fin en décembre 2016. Nous n'avons pas besoin de parler le même langage avec l'IDPS. L'IDPS, c'est un parti politique qui a son président. Mais ceux qui veulent aller se faire des premiers ministres pour maintenir ces gens au pouvoir, nous allons combattre et le pouvoir et l'opposition qui veut s'enrôler auprès du pouvoir à placer. Dans son adresse, Tshisekedi continue de réclamer l'impérium, faisant ainsi allusion à la victoire, selon lui, qu'on lui a volée en 2011. Une position toute contraire aux attentes de la majorité. Tshisekedi n'a fait que redire ce qu'il a toujours dit. Il veut le dialogue pour réclamer l'impérium qui est d'ailleurs à la fin. Il veut le dialogue pour résoudre le problème de crise de légitimité. Il veut le dialogue pas convoqué par Joseph Kabila. Si les divergences d'opinion sont réelles au sein de l'opposition, les pro- et anti-dialogues s'accordent cependant sur la nécessité de ne pas voir Kabila se représenter en 2016. Du côté de la majorité au pouvoir, les discours du président de l'UDPS est globalement bien accueilli, alors que les revendications de Tshisekedi sont difficiles à satisfaire, disent les observateurs. Au Mali, l'enquête sur l'attaque du Radisson Blu Hotel de Bamako suit son cours. Les premières inculpations ont eu lieu ce lundi. 2 jeunes Maliens ont en effet été arrêtés et inculpés de complicité de crimes terroristes. L'un d'eux aurait été le voisin des djihadistes. Il leur aurait envoyé du crédit téléphonique le jour de l'attaque et le second aurait utilisé le même téléphone que les assaillants. Nouvel obstacle sur la route d'une réconciliation politique au Sud-Soudan, la création mais surtout la répartition des nouveaux États fait débat entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, un nouveau point de discorde qui ralentit le processus de paix. On fait le point tout de suite avec Idelette Mirabel Bissou. La création de nouveaux États au Soudan du Sud se présente comme un obstacle à la réconciliation nationale. L'annonce de la création des 28 États en octobre 2015 avait jeté un froid sur les espoirs d'union nationale dans le pays. Les partisans du chef rebelle Riek Machar parlent de la violation de l'accord de paix qui stipule l'association de leur chef dans les grandes décisions gouvernementales. Président de la commission d'évaluation conjointe de surveillance et médiateur de la crise au Soudan du Sud, Festus Mogae, par ailleurs ancien président du Botswana, appelle à des discussions
discussions entre les différentes parties sur la répartition des États au Soudan du Sud. Le bilan est mitigé en raison de la création des 28 États qui a été sujet de débat. Donc, tous les autres partis, autres que le gouvernement, sont contre. Nous y reviendrons à la prochaine réunion. Des millions de Sud-Soudanais continuent de vivre loin de leur maison et se sont installés dans des camps à travers le pays depuis que le conflit a éclaté en décembre 2013 entre les troupes loyales au président Salva Kiir et les soldats soutenant Riek Machar, l'ancien vice-président. Le conflit a également provoqué une crise alimentaire pour les 11 millions d'habitants du pays. Nous espérons que les partis vont se conformer à l'accord afin que la paix soit effective. Les donateurs ne sont pas venus comme avant car ils ne sont pas très satisfaits de ce qui se passe ici. Le 7 janvier 2016, le président Salva Kiir a annoncé la nomination de 50 nouveaux députés issus de la rébellion ainsi qu'un gouvernement de transition pour une durée de 30 mois. Celui-ci comporte 16 ministres du camp gouvernemental et 10 de la rébellion, conformément à l'accord de paix signé le 25 août 2015. Dans le reste de l'actualité, une réunion extraordinaire de l'OPEP est prévue en mars 2016. Le président de l'organisation l'a annoncé ce mardi. Objectif, examiner la dégringolade des prix du pétrole. Reste à présent à vérifier la disposition de tous les États membres, parmi lesquels figurent les exportateurs menés par l'Arabie saoudite qui ont refusé jusqu'ici de réduire la production afin de conserver leur part de marché. La prochaine réunion ordinaire des pays de l'OPEP est prévue, nous vous le rappelons, le 2 juin 2016 à Vienne. C'est un rituel ancestral. Comme chaque année, les populations berbères du Maroc célèbrent le Nouvel An Amazigh. À cette occasion, plusieurs festivités sont organisées dans différentes régions du pays. Focus avec Oumou Kalsoumba. Les Berbères du Maroc ont célébré leur Nouvel An le 9 janvier 2016 dans la ville de Sefrou, dans la région de Fek-Meknès. Les hommes et les femmes, tous vêtus en tenue traditionnelle, ont dansé au rythme de sonorité Amazigh. Au menu, un mets traditionnel à base de couscous aux 7 légumes. Hormis le côté festif, la célébration de leur Nouvel An est étroitement liée à l'année agricole. Les gens célèbrent en préparant du couscous. On avait l'habitude de mettre le couscous au-dessus des tentes dans le Moyen Atlas. Si les grains de couscous sont dispersés, ils disent que certaines personnes pieuses les mangent et l'année sera bonne pour les agriculteurs. Selon les historiens, les Amazigh ou encore les Berbères sont les premiers habitants du Maroc. Ils se sont installés dans la région vers le 7e siècle. Avec leur riche patrimoine culturel et artistique, les Berbères réclament plus de considération de la part des autorités marocaines. Nous sommes heureux de ce que nous avons réalisé pour les Berbères, mais nous demandons davantage. Nous voulons que notre langue bénéficie des mêmes droits que l'arabe, car c'est une langue officielle, et nous insistons également pour que le 13 janvier devienne un jour national et férié. Autrefois, la culture et la langue berbère ont été marginalisées, mais depuis l'an 2000, les choses ont changé. Le 17 octobre 2001, l'Institut royal de la culture amazigh a été créé à Rabat et l'enseignement de la langue tamazigh a été introduit dans les écoles primaires. D'autres festivités sont prévues au cours des prochains jours dans différentes régions du Maroc où il y a une concentration de berbères, principalement dans le nord du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.